Ça, c'est moi, une meuf lambda du 21e siècle. Et je suis quand même née une année particulière. L'équipe de France est championne du monde! C'est extraordinaire. J'ai littéralement grandi avec la culture du stade. Puis je suis devenue adulte et j'ai fait mes propres choix. Et je me suis jamais éloignée du stade. J'y ai même plongé la tête la première. Mes filles, j'ai la vision de elle. Lui, c'est Jean-Michel Roux, mon prof d'urbanisme de première année. On est tous les deux passionnés par les stades, sauf que lui, ça fait aussi partie de son métier. Et c'est comme ça que je suis retournée à la fac, parce que j'avais trop de questions à lui poser sur les stades. Pourquoi j'ai pleuré en voyant le Parc des Princes pour la première fois? C'était ma toute première question quand je vous ai contacté, ça figurait en haut de la première version du script de cette vidéo. Alors aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi les stades sont des objets si complexes, pourquoi les chercheurs s'y intéressent, et pourquoi les émotions qu'on ressent lorsqu'on est à l'intérieur sont si fortes. À Grenoble, tellement le stade il est proche de la ville, tu le vois qu'il y a les lumières allumées, j'aime trop cette ambiance. On le voit pas trop à la caméra mais ça fait vraiment un halo. Ah si, là on le voit. On le voit de ouf, hein. Il fait nuit noire normalement. Ce soir c'est FCG, je sais pas contre qui, mais j'y vais pas. On peut pas aller voir tous les matchs, non? Mais c'est fou quand même, non? Genre si je savais pas qu'il y avait le match, bah là je le saurais en rentrant chez moi. Je sais pas trop ce que ça dit de la ville. Je sais pas ce que ça dit de moi non plus parce que ça me... Allez le foot. Dans mon cours de géo, on disait n'importe quel objet, si vous l'étudiez correctement, toute la société vient avec. Et on le voit assez bien pour les stades, dans le sens où la place du stade dans la ville, ça dit beaucoup de choses sur la période à laquelle il a été construit et pensé. Et pour moi, ce qui l'illustre le plus, c'est le stade Gerland à Lyon. Lyon demain aussi dans les installations sportives, puisque au stade municipal de Gerland, on s'affaire à aménager convenablement ce stade pour que le maximum de spectateurs puissent voir. Non pas s'y tenir, nous savons que la capacité est vaste, mais tout le monde ne voit pas de partout. Le nouveau Matmut Stadium perd 6000 places avec ses aménagements, mais le supporter y gagne. Il aura une meilleure vue sur le stade et une plus grande proximité avec la pelouse. Pour le loup rugby, c'est tout bénef. Ce stade va nous aider à grandir. Et donc ça c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, sportivement, les joueurs aiment bien avoir cette sensation de sentir le public encore plus proche. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est de voir à Gerland comment finalement un stade est capable de muter, voilà, de muter architecturalement. Et à l'époque, un des arguments pour dire il faut quitter Gerland, c'était de dire le stade étant classé, aucun travaux n'est possible dessus. Et on voit bien actuellement avec les travaux que mène le Loup que la réglementation du patrimoine n'a pas du tout empêché les travaux sur le stade. À l'intérieur, les architectes ont voulu réveiller l'esprit de Tony Garnier. C'est voir le sport autrement, le match pas comme un lieu d'événement unique qui dure 2 heures, mais créer un lieu de rencontre, de vie, comme le voulait Tony Garnier quand il a imaginé ce stade. Puisqu'on a cette grande courbe qui fait l'ensemble, qui ceinture le stade, parce que c'est un lieu de promenade. Ça renvoie aussi au projet initial de Gerland, qui a été pensé à partir de 1913, livré en 1926, et dans l'esprit d'Édouard Herriot, le maire radical socialiste de Lyon, et de Tony Garnier, son architecte en chef, il y avait l'idée que le stade est un équipement absolument essentiel à une démocratie, à une ville. Le sport, et c'était la santé en action, si vous voulez, l'hygiène en action. Et donc il fallait des équipements pour que la jeunesse française, filles et garçons mélangés, pratique une activité physique afin d'être en meilleures conditions. Ce qui était absolument innovant pour l'époque. Et le but du jeu, c'est pas de livrer un équipement pour un club pro. Donc l'Olympique Lyonnais
ne rentre dans les murs de Gerland qu'après la Seconde Guerre mondiale. Voilà, puis après 98, il est à nouveau transformé et il rentre dans une nouvelle ère. Il est capable de se transformer très profondément pour répondre aux besoins d'évolution de la société. Hey, salut tout le monde, c'est Tranu. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 12e épisode de notre ville moderne. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un énorme bâtiment, un bâtiment qui en impose du lourd. Et il s'agit du stade de foot moderne. Il est stylé, il est gros. Un stade, comme tout objet de la ville ou tout ce qui est produit par la société, est le reflet d'une société et de la politique de cette société à un moment T. C'est pour ça qu'on voit que le stade évolue en fonction des objectifs politiques de celui-ci et des objectifs aussi commerciaux maintenant. C'est vrai que le stade Gerland, il répondait plus à un objectif contemporain de créer des loges VIP, etc. Et on voit au-delà de l'aspect commercial, politique et objectifs financiers et objectifs sociétaux, enfin reflet de la société du stade, si aujourd'hui un aspect très fort de symbolique, de branding territorial, marketing territorial. Aujourd'hui un stade, c'est un élément phare d'une ville. Je pense qu'on tape Marseille sur Google, le Vélodrome il est dans le top 5 quoi. C'est aujourd'hui quelque chose qui est important et on le voit même à Grenoble. Moi j'ai un souvenir de ce cours où on parlait, ça m'avait beaucoup marqué sur la place du spectateur dans l'événement sportif. Par exemple, je sais plus, il me semble que c'est en Italie, il y a des courses de chevaux dans les rues, où les gens sont dans les rues, et ça fait scandale aussi parce que les chevaux se fracassent. Oui, ils se fracassent, ils sont dopés. Ouais, et ça m'a marqué du coup dans l'association de proximité que peut avoir le spectateur, par exemple avec le hockey, quand on se met en bas au hockey sur glace. Oui. On a vraiment ce truc où on a les joueurs qui nous rentrent dedans presque. On est à 1 cm d'eux, même pas, et ça galvanise encore plus, je trouve. Ouais, j'adorais ça. Ouais. J'ai une question. Tu flottes là ? Ouais. C'est quoi la patinoire préférée, ta préférée? Les gens ce matin, c'est le sud. Ça restera pas. Ah ouais? Pourquoi? C'est chez moi. Ouais. Je suis né là-bas. Moi j'ai regardé le hockey pour la première fois l'année dernière à Pôle Sud aussi. Et je trouvais ça trop bien, comme on aurait dit qu'on était aux États-Unis, genre mais surtout à Grenoble, les shows, mais c'est fou. L'ambiance, il n'y a que à Grenoble que c'est comme ça. Ah ouais. Je confirme. On va parler du Les cirque. sports et les loisirs dans la Rome antique. Qu'est-ce que tu fais? Du pain et des jeux. Me semble qu'on l'entend tout le temps, cette expression-là. On s'en sert quand on veut dire qu'on est lobotomisé devant un match de hockey ou une émission de télé-réalité. Participer aux loisirs organisés dans la ville, ça revient un peu à accomplir son devoir civique de spectateur. C'est un dérivatif à l'ennui, mais il y a aussi une notion d'identité, d'appartenance là-dedans. Premier titre de l'actualité aujourd'hui encore, mais ça nous rappelle un petit peu le passé. Quand un général romain revenait dans sa ville après une victoire, le peuple de Rome lui faisait un triomphe. Eh bien, hier soir à Marseille, il s'est produit exactement la même chose pour accueillir les joueurs de l'OM. Un triomphe et une fête extraordinaire toute la soirée dans le stade Vélodrome. Image de Mathieu Dupont et Jean-Michel Chappe montée par Gilles Boulot. Par exemple, Diego, c'est quoi ton stade préféré? C'est Stade Vélodrome. C'est Stade Vélodrome, ouais. C'est Stade Vélodrome, il n'y a pas photo. Tu y allais pourquoi? J'y vais pour l'OM, j'y vais pour le public, pour la ferveur, pour l'ambiance. Mais toi, l'ambiance de la mi-temps. Toi, c'est l'OM supérieur à tout? Ah oui. Supérieur à l'équipe de France? Ah oui, moi c'est le foot, ah ouais, le foot et l'OM. L'OM et le foot. Et le foot et l'OM et l'OM et le foot. Le Vélodrome, c'est quelque chose. Hein. C'est quoi à chaque fois, c'est pas qu'à chaque fois c'est la même chose, c'est que c'est toujours la même ambiance, c'est toujours le même. Tout le monde est content, tout le monde fait partie de la même famille. Pourquoi tu penses que c'est autant fort comme relation entre les spectateurs et l'équipe? Enfin, il y a vraiment un truc particulier avec l'OM, non? Plus qu'avec l'OL par exemple ou avec... Oui, parce que quand on va à Lyon, on voit beaucoup moins de personnes qui sont
fascinés par le foot ou alors juste passionnés par le foot. Oui, ou par leur équipe même. Ouais, ou par leur équipe, mais ouais, rien que par leur équipe. Parce que là, tu viens de dire que c'est moi, à Lyon, j'ai rencontré énormément de Marseillais, quoi. OM supérieur à l'équipe de France. Bah, parce que... Dans ton cœur. Ouais, pour moi, oui. Après, je sais que... Parce que je suis pas non plus le plus grand passionné de foot de tous les temps. Mais si... T'es pas passionné de foot, mais par contre, pour l'OM, c'est... Si, j'ai passionné de foot, mais pas... Je me considère pas comme un vrai passionné de foot. Je crois que j'ai trouvé la meilleure place du stade, face à la ligne médiane, au milieu des tribunes. Il n'y a pas mieux. Le seul problème, c'est qu'elle est déjà réservée. Ah bon? Par qui? C'est la place du président de la République. Et puis de toute façon, quand il vient pas, il y a un ministre à sa place. Hein. Alors certes, la place du spectateur dans le stade, c'est selon une hiérarchie sociale et financière. Hein. Mais la place que tu choisis d'avoir dans le stade, ça définit quel spectateur tu veux être et aussi quelle expérience tu vas avoir du stade et du match. Parce que selon où t'es, tu vis pas la même chose. Les supporters qui sont derrière les buts, les supporters ultras, parfois ont la plus mauvaise vision du match parce qu'ils sont derrière des piliers porteurs qui gênent la vue, ils sont gênés par les écharpes qui tournoient, ils sont gênés par la grande taille des gens qui sont devant. Mais au final, c'est quand même eux qui sont au cœur de l'attention et s'ils ne voient pas toujours très bien le match, ils sont vus. Et c'est quelque part, en termes d'approche sensible, une vraie qualité. En regardant le blog de Jean-Michel Roux qui s'appelle Au Stade des Villes, je suis tombée sur un article qui parlait d'une nouvelle tendance chez les jeunes supporters. Ben moi, ça m'a marqué ce passage-là parce que j'avais l'impression qu'on me décrivait moi. Alors ouais, moi je suis une grande fan de spectacles sportifs, je suis souvent au stade, j'aime le jeu en tant que tel, surtout le rugby évidemment. Je m'endors devant des analyses de matchs. Je vais regarder les plus petites équipes que personne ne connaît, dans les stades que personne ne connaît, et j'aime ça. Mais depuis quelque temps, je remarque que j'ai vraiment envie de collectionner les stades, que les stades connus m'émeuvent, que m'imaginer vivre une expérience dans ces stades-là, ça me touche. Moi j'ai dit, en 2023, je fais 5 stades mythiques. Le Parc des Princes, le Stade de France, le Vélodrome, le Stade Gerland, et le Groupama Stadium à Lyon. 5 stades, 5 stades. Je pense que ça nous arrive très souvent d'être ému aux larmes par un stade. Il y a des moments quand je rentre dans le stade, il y a des moments, des endroits particuliers qui sont plein d'émotions. Et entre autres, pour moi, c'est quand on monte les marches du COP par l'arrière et que là, on rentre et qu'on commence à découvrir le stade qui s'est rempli, les tribunes qui chantent. Et à cet endroit-là, il se passe quelque chose. Et là, on est saisi. On est saisi par une émotion. Alors je savais que j'allais pleurer. C'était la première fois dans un stade aussi grand. C'était les quarts de finale de la Coupe de France. C'était Grenoble contre Lyon. C'était mon rêve de voir ce genre de match dans ce genre de stade et de découvrir ça, mais c'était incroyable. D'ailleurs, en quelques secondes, j'ai oublié le match et j'ai juste vécu l'expérience des tribunes. J'ai oublié que j'étais pour Grenoble, j'ai oublié l'enjeu, j'ai oublié de regarder le match. J'ai découvert des nouveaux codes sociétaux un peu, comment ça se passe, comment on interagit entre supporters. Ici c'est virage 1950. Comment on appelle ça les gones? Bah en fait ça veut dire les enfants de Lyon. Après, bah, pas me demander pourquoi, mais un gone ça m'a pas le
remarqué comme il y a des filets autour des tribunes adverses, non? Il y a des filets. Avant, il y en avait même au plafond pour qu'ils jettent rien. Et j'ai surtout découvert ce que ça a créé en moi. Cette émotion folle. Enfin, je savais que j'allais être émue encore une fois, mais pas à ce point. C'est des stades qui parlent à nos 5 sens. Voilà. Je pense que c'est pour ça que l'émotion elle est produite, parce qu'ils touchent les 5 sens. Il se passe quelque chose dans l'ordre de la vue, évidemment dans l'ordre de l'ouïe, mais je pense que le toucher, il est aussi là, très présent. Et puis presque le goût, quoi. Il y a des stades, on peut presque sentir dans sa bouche la matérialité du stade, puis son ambiance. C'est pour ça, je pense que ces stades nous émeuvent. Moi, lorsque je rentre dans un stade, je recherche toute cette énergie, toute cette ambiance qui va me porter, qui va me soulever, qui va me faire rêver, qui va me faire vibrer. J'entends l'ambiance du stade et il y a une très belle ambiance en tout cas. Le corner sera côté gauche quand on regarde le but ou côté droit? Côté gauche, on regarde le but. Je m'imprègne de beaucoup plus dans l'écosystème du stade que quelqu'un qui voit. Moi, je suis de l'école du business, du marketing, et une des premières choses qu'on t'apprend, c'est à aller créer l'émotion pour déclencher l'acte d'achat. Tout le monde a besoin de t-shirt par exemple, mais tu vas pas acheter le même t-shirt en fonction de quelle émotion il te procure, ou quelle émotion l'enseigne te procure. Et c'est là où l'industrie du sport, elle est hyper impactante, parce que elle te propose directement d'acheter des émotions, d'acheter un moment d'émotion. C'est le cas quand tu achètes un billet, c'est le cas aussi quand tu es sur place et que tu es bien galvanisé par l'émotion, que ce soit par une défaite ou par un bon match, un mauvais match. En tout cas, tu es pris par l'émotion et du coup, tu dépenses plus facilement ton argent, que ce soit en bière, en nourriture, sur les goodies des équipes de sport par exemple. Alors bien sûr, le marketing c'est très décrié et pour cause, ça pousse à la consommation de biens ou de services pas forcément utiles, mais je trouve que c'est toujours utile de vivre des émotions et par exemple quand un artiste de musique nous fait vibrer et qu'on achète son album, c'est le même processus. C'est quelle émotion on a ressenti, pourquoi on achète à tel artiste et pas à l'autre qui fait plus ou moins la même musique entre guillemets. Et c'est tous ces processus là qui font que j'ai failli pleurer aujourd'hui de ne pas avoir de place pour le match France-Pays de Galles, tournoi destination féminin au Stade des Alpes, qui est juste devant moi. Du coup, j'ai traîné un peu devant le stade pour me faire plaisir et vivre un peu l'émotion, quoi. Jusqu'à ce qu'un vigile voit que j'ai un maillot de l'Algérie et me fasse rentrer. Non, merci, c'est trop gentil. J'en ai marre, je vais mettre la fuite et viens, on se barre même sur une île. On est dans Paris Southside, Paris Southside. Je crois que j'ai trouvé mon Clyde, on vient du 9-3, mais on a la classe. On débarque quand t'as fait de pour voler les sacs. Bon, mais de base, moi je voulais juste vous parler de marketing, hein. Je m'attendais pas à ça. Et je sais pas si tout l'univers est au courant que je bosse sur cette vidéo en ce moment, mais j'ai eu que des éléments autour du stade et du marketing qui sont apparus. Ma vie est un spectacle, un théâtre des rêves. J'aime vous voir crier, vibrer, pleurer, exulter. Je suis le stade et je dois être pleinement branché pour que notre histoire ne s'éteigne jamais. Mais 6 minutes après le coup d'envoi, le match est arrêté. Dans un mouvement de foule, des supporters sont étouffés, écrasés contre les grillages du stade. Je pense que la grande puissance du sport, c'est cette puissance émotionnelle, cette espèce de forme, disons, de communauté émotionnelle, massifiée, mondialisée, que seul, d'une certaine façon, le sport est capable de créer, est capable d'engendrer. La puissance du sport, c'est cette capacité, vous voyez, d'identification, de projection, et plus que ça, peut-être même de vie par procuration. Alors ouais, parfois je suis dans le déni, mais le sport, le spectacle sportif, c'est rempli de sexisme, de racisme, d'insultes en tout genre, qui sont pas du tout sport. Oh non, quand même. Putain merde! Grenade en tant que cul! Grenade en tant que cul! Grenade en tant que cul! Grenade en tant que cul!
Alors ouais, parfois j'en rigole parce qu'on rentre dans un écosystème totalement extrême et sorti de la réalité. En fait, le stade, c'est un temple des émotions en tout genre et c'est à nous, spectateurs, de savoir où est-ce qu'on veut placer notre limite. Est-ce que t'as déjà été triste au point de pleurer après un match, genre? Pas loin, ouais. L'Euro 2016, pas loin, ouais. Ah ouais? Moi, j'essaye de me dire que ça doit que m'apporter du positif et que ça vaut pas le coup de passer plus d'une heure triste. Non, mais oui, après les 15 minutes, c'est passé. C'est juste que, bon, de toute façon, c'est comme ça, on peut pas changer le truc. Hein. On perd. Hein. Tu reviens jamais dessus. Non. Mais ouais. T'as vécu les bonnes émotions quand même, ça, tu peux pas les enlever. Il y a un autre aspect des stades qui m'a choqué quand je l'ai découvert, c'est les catastrophes qui ont eu lieu dans ces stades-là. Le 15 avril 1989, au stade de Sheffield, se joue la demi-finale de la Coupe d'Angleterre. Le match est arrêté. Dans un mouvement de foule, des supporters sont étouffés, écrasés contre les grillages du stade. 96 morts, 766 blessés et un pays sous le choc. Première cause du drame, le stade en lui-même. Pas de place assise dans les tribunes et des grillages pour se protéger du hooliganisme. Deuxième erreur, la gestion hasardeuse du flux de spectateurs, entassés devant les entrées avant le coup d'envoi. Une des sorties est ouverte en urgence pour laisser entrer les supporters. La foule se tasse alors, sans soupçonner que plus loin, des gens se font écraser. Pendant longtemps, les supporters ont été considérés comme les principaux responsables. Mais en 2012, une commission indépendante publie un rapport accablant pour la police. On a accusé les supporters de Liverpool, leur bestialité, voilà. Et en fait, on sait aujourd'hui que la police anglaise a pris toutes les mauvaises décisions ce jour-là. Mais c'est un autre débat. Le rapport Taylor, grosso modo, en fait, il fait le constat que les stades, en Angleterre, mais en Europe en général, à la fin des années 80, ne sont plus des endroits adaptés pour recevoir de grandes compétitions avec du public. Ils ont été construits au début du 20e, les années 30, puis après ils ont été assez mal entretenus, et donc à la fin des années 80, on cherche la masse dans les stades, on cherche à avoir beaucoup de spectateurs, et ils sont accueillis dans des conditions qui sont catastrophiques. Taylor, à un moment donné, il dit vous plaignez que les supporters se comportent comme des cochons, mais si vous les traitez comme des cochons, ils vont se comporter comme des cochons. Et à un moment donné, il explique que si pour une tribune de 6000 personnes, il y a 3 pissotières et deux toilettes qui ferment avec une porte et qu'il n'y a rien pour les femmes, venez pas vous étonner derrière que les gens pissent contre les murs. Si les femmes peuvent pas aller au stade, parce qu'elles peuvent pas, elles n'ont pas d'endroit décent pour aller faire leur toilette, elles iront pas au stade. Il y a une autre dérive qui concerne la construction des stades, c'est les gros événements sportifs, comme le dernier en date, la Coupe du Monde de football au Qatar. La Coupe du Monde de football au Qatar, ça a fait des milliers de morts. C'est un désastre social, humain, écologique et financier, où finalement on a construit des stades pour un énorme événement qui ne se reproduira pas dans ce pays-là. Donc ça laisse des stades plus ou moins à l'abandon, mais c'est aussi le cas dans d'autres villes, d'autres pays, pour d'autres événements. On les appelle les éléphants blancs car elles sont très encombrantes, coûteuses et inutiles après l'événement. Pour illustrer ça, on peut prendre l'exemple des JO de Rio. C'est ce qui semble être le plus gros fiasco de ces dernières années en termes de gaspillage d'argent et de manque d'organisation. Le stade de Brasilia, c'est un des stades les plus chers au monde. Il a été construit pour environ 800 millions de dollars. Il coûte 180 000 euros d'entretien par mois et pourtant il n'est quasiment jamais utilisé aujourd'hui. En tout cas, pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, on ne risque pas de voir des stades abandonnés, car en effet, 93% des installations qui seront utilisées existent déjà et n'ont pas à être construites. J'ai le cerveau qui fume, mais c'est moi, je suis sous la lune, et j'en ai vu plus dur. C'est vrai qu'à un moment, j'avais ce débat avec une amie qui venait de Lyon, qui disait qu'à Grenoble, du coup, elle était un peu lésée niveau culture, par exemple. Ce qui peut se comprendre, parce qu'en soi, Lyon est quand même une beaucoup plus grande ville que Grenoble, donc il y a plus de choses. Moi, je disais que j'étais remplie de culture, et à un moment, j'ai réfléchi, et je me suis dit, bon, ok, je fais, dès qu'il y a une expo, je la fais, tous les trucs comme ça, bon, c'est de la culture au sens large, les concerts, j'en fais plein. Mais c'est vrai qu'il y a une énorme culture sportive à Grenoble, je trouve, enfin, le match du FCG, GF38, enfin, moi, j'ai jamais été au GF38 encore, le hockey, enfin, il y a toujours des trucs à faire au niveau spectacle sportif et même sportif soi-même, parce qu'on est quand même très sportifs les Grenoblois globalement. Et en fait c'est vrai qu'elle considérait pas
le sport comme faisant partie de la culture. Alors pour moi, ça l'est amplement, et ça l'est pas moins ou plus que du théâtre. En 2006, la ville de Saint-Étienne commençait à réaliser pleinement que le stade Geoffroy-Guichard était un élément fort de son patrimoine. Mais dans l'esprit de beaucoup de gens, ça restait quand même une sorte de sous-patrimoine. L'AS Saint-Étienne, le stade, les supporters étaient quelque chose de très présent, mais les gens avaient du mal à se dire que c'était un élément de leur patrimoine. Ça paraissait quand même quelque chose d'un peu incongru, un peu mineur, un genre mineur du patrimoine. Mais quelques années auparavant, les guides conférenciers de l'Office de tourisme de Saint-Étienne avaient fait remonter que les visiteurs qui venaient voir la ville demandaient systématiquement « Est-il possible de visiter le stade ?» On va aller à Saint-Étienne. Cette image, c'est le début de ton mandat. Cette fois-ci, on a vraiment gagné. Je crois qu'à ce stade de la vidéo, j'ai même plus besoin de justifier à quel point les stades font partie de la culture, qui sont des éléments de culture à part entière. Les stades se visitent, les stades créent des musées en leur nom, et la diversification fonctionnelle des stades aujourd'hui montre l'étendue de la richesse culturelle dont ils sont le support. C'est trop grand pour moi. Une fois arrivé sur scène, je crois que c'est obligé que tu trembles un peu des jambes. Et je crois que c'est par son pouvoir de rassembler les gens que le stade m'émeut. J'ai décidé de ramener la chambre avec vous. J'ai envie de faire une instru en live avec vous, et j'ai même envie de prendre vos voix et de les mettre après sur l'instru. Dimanche c'est classe, 18h05. Dommage quand même, dommage. Je tombe dans le vide, je dois m'éloigner de Paris. Nouveau c'est ce que j'ai tout juste écrit dans le fond de la whip. Les remords des non-dits qui reviennent comme la pluie. Salut YouTube. Salut YouTube. Donnez-lui l'argent s'il vous plaît.